Salut Adèle, bienvenue dans le podcast. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que eh bien, tu m'as été chaudement recommandé par Alexandre, le premier invité du podcast, tout simplement. À la fin de l'épisode, je lui ai demandé, écoute, est-ce que tu aurais quelqu'un dans ton réseau que tu pourrais me recommander pour venir parler de relations clients, de LTV, de vente, d'avoir une approche un peu plus relationnelle. C'est surtout ça qui est mon approche et pas juste une approche en mode vente forcée et puis on perd le client ensuite. Et bah, il m'a parlé de toi et du coup on a un petit peu échangé. Aujourd'hui, tu es là. Donc je suis ravi. Est-ce que tu pourrais te présenter à moi et à ceux qui nous écoutent? Avec plaisir et merci Francisco pour l'invitation. Donc je me présente, Adèle, 35 ans, j'habite à Londres depuis 8 ans. J'ai 15 ans de vente derrière moi dans des boîtes tech comme Oracle, Bentley Systems, Tableau, Salesforce et récemment Smartsheet. Donc je suis assez spécialisé dans tout ce qui est B2B sales depuis une quinzaine d'années. J'ai démarré en tant que sales, donc sales executive, et puis là je gère une équipe commerciale qui couvre la zone Middle East et Afrique. Voilà, Et grosso comment modo. t'en es arrivé à faire ce métier? Comment ça s'est passé? Écoute Francisco, pour la petite histoire, moi j'habitais en France avant. J'ai habité en France jusqu'à mes 24 ans. Et voilà, en fin d'études, je postulais, j'essayais de trouver du travail, j'ai beaucoup galéré, j'ai envoyé énormément de CV sans trop de retours. Donc j'ai pris la décision de prendre un aller simple et de m'expatrier dans d'autres pays et j'ai commencé par l'Irlande. Gros risque, voilà, j'étais dans une situation financière assez délicate, mais j'ai quand même décidé de prendre le risque et d'aller ailleurs pour voir si l'herbe est pas plus verte. Et il s'avère que ça a été le cas. Eh ben, c'était une grosse prise de risque, effectivement, de partir en Irlande à 24 ans. Mais du coup, est-ce que tu avais fait des études dans le domaine? Tu avais déjà une appétence pour ça? Comment ça se fait, t'es pris ce Ouais, chemin? écoute, j'ai commencé par un bac STI génie mécanique, donc j'étais prédestiné à faire enfin, des études dans la mécanique et plus tard pour devenir ingénieur en mécanique. Donc c'était ça ma passion première. Et puis après, je suis resté quand même dans le domaine de la mécanique productique. J'ai fait un DUT en génie mécanique après. Et puis quand j'ai regardé les débouchés après les études, je voulais pivoter vers le métier de sales pour deux raisons. Pour la première raison étant de pouvoir gagner plus en fin de carrière, parce que j'ai posé quelques questions pendant mon stage à des gens assez seniors et ils m'ont dit clairement que j'allais pas gagner plus de 2000, 3000 euros en fin de carrière. Donc ça a été un déclic pour moi. Et la deuxième raison, parce que j'étais un introverti, je voulais vraiment développer ce côté relationnel. Donc D'accord. voilà, aller vers les autres, peut-être gérer une clientèle à un moment donné, etc. Donc dans les métiers de la vente. Donc c'est pour ces deux raisons-là, j'ai pivoté vers le métier de la vente. Donc j'ai fait un bachelor en commerce international. Donc ça, c'était mon bac plus 3. Et après ça, j'ai fait un master en commerce international et management dans une école plutôt ordinaire à Paris. Donc master 2. Et voilà. Et après, plein d'histoires après ça que je peux développer. Ouais. T'as quand même déjà une carrière de pas mal d'années maintenant. Comment on arrive à avoir ce poste? Est-ce que t'as des choses comme ça mais qui ont fait la différence? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, je pense que la réussite, c'est une série de décisions que tu vas être amené à prendre, qui sont pas forcément, a priori, les décisions les plus safe, mais qui s'avèrent plus tard être les meilleures décisions pour toi et pour ton développement et pour ta carrière. La première décision que j'ai prise, c'était ne pas écouter ma conseillère d'orientation. Qu'est-ce qu'elle te conseillait? Elle me conseillait plutôt de faire un BEP, enfin de faire plutôt des métiers manuels. Donc moi, je l'ai écouté et après j'ai fait ma petite recherche et j'ai suivi mon instinct, si tu veux. J'ai aussi pas écouté mes camarades de classe à l'époque parce que personne ne croyait en moi. J'ai quand même fait un DUT après et des études supérieures. Donc déjà, ça commence par les études. Si tu t'orientes mal dans tes études, où tu vas étudier
les choses qui n'ont pas forcément débouché, bah, tu vas certes avoir des diplômes, mais derrière, tu vas pas pouvoir décrocher les postes que tu veux. Donc, je pense qu'il faut déjà démarrer de ton objectif de carrière ou de vie, de manière générale. Dans mon cas, c'était de gagner de l'argent de manière décente. Je trouve que 2000 euros, c'est pas assez. On le voit aujourd'hui en France, c'est difficile hein, pour les salaires à 2000 euros et moins dans plein de cas. Donc c'était ça ma première motivation. Et ma deuxième motivation, c'était un truc plutôt personnel. Donc ne pas écouter forcément, enfin écouter, demander son avis aux autres, mais pas prendre sa décision en fonction de ce que les autres te recommandent forcément et sans pour autant faire ta petite recherche de ton côté. Il faut avoir un avis critique sur euh, ta carrière et ton parcours et prendre le taureau par les cornes. Donc ça, je dirais que c'était l'élément déclencheur un peu de tout ça. Euh, et puis derrière, comme je t'ai dit, des études plutôt dans le domaine de la vente parce que je savais qu'il y avait des débouchés très intéressants. Toutes les boîtes ont besoin de vendeurs. Il n'y a aucune boîte qui peut fonctionner sans commerciaux. C'est impossible. C'est le cœur de chaque entreprise. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'était je dirais, le cœur de métier que j'ai choisi. Et derrière, j'ai choisi la bonne industrie aussi, dans le métier de la vente. Donc on est allé dans une couche en dessous, donc il y a la vente, mais derrière, quel type de vente? Qu'est-ce que tu vas vendre? Donc tu peux vendre tout et n'importe quoi. Tu peux vendre des voitures, des C'est apparts, ou vrai, tu peux vendre tout à fait. tout ce qui est immatériel comme les logiciels informatiques, etc. Moi, j'ai plutôt opté pour la dernière option, l'industrie des logiciels informatiques, parce que en Irlande, si tu veux, à l'époque, en 2014, c'était un digital hub. C'était le début un peu de la vague IT en Irlande, pour ceux qui se sont expatriés là-bas. Et je suis arrivé au bon moment. Voilà, tu peux appeler ça de la chance peut-être. Le facteur chance, vas-y, je t'en prie, tu voulais poser une question. Ouais, non, non, mais il y a toujours la chance. Mais d'un autre côté, tu l'as provoqué aussi. Si t'étais peut-être resté en France, t'aurais pas vu cette opportunité. Peut-être t'en aurais vu d'autres. Ou pas, en fait, on sait pas. Bah, cette chance s'appelle un ami. C'est un ami qui a fait le premier pas, qui est allé en Irlande, qui a Ah, étudié dans la même université que moi et qui m'a dit, écoute, faut vraiment, vraiment que tu viennes. Faut vraiment que tu essayes. Il y a plein de postes dans la tech et tout. Faut que tu tentes ta chance. Moi, ma réponse, c'était non, je suis bien à Paris, j'ai mes potes, j'ai mes parents, j'ai ma famille, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas envie d'aller me foutre en Irlande. Je connais pas le pays, je connais pas la culture, je parle à peine anglais. Laisse-moi tranquille. Donc j'ai raccroché. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai raccroché avec lui. Puis après, je vais sur mon ordi et je regarde les billets d'avion, tu vois, vers l'Irlande, vers Dublin, parce qu'il était à Dublin. Et là, je vois que ça coûtait 100 balles, ouais, un aller c'est simple. rien. Et mon pote, il m'a dit à la fin de la conversation, il m'a dit, écoute, si tu viens, tu fais le touriste, si ça te plaît, tu restes, si ça te plaît pas, tu reviens. Tu auras connu une nouvelle ville, qu'est-ce que tu as à perdre? 100 balles, 200 balles. Donc j'étais un peu en plein désespoir aussi en France parce que comme je t'ai dit, j'ai balancé plein de CV sans trop de résultats. Donc j'étais dans une impasse, si tu veux, en France et je me suis dit, ok, euh, on va tenter notre chance et puis on va regarder, on va voir s'il y a quelque chose derrière. J'ai fait ça. Au bout de 20 jours, j'avais sécurisé un taf. J'étais bien installé. J'avais mon logement, j'avais mon compte bancaire. J'étais un résident en Irlande. Et là, après 20 jours, je me regarde dans le miroir. Je fais putain, t'as attendu toutes ces années. T'as hésité tous ces mois, toutes ces années. Et regarde là, C'est vrai. au bout de 20 jours, tu décroches ton premier CDI dans un nouveau pays, nouvelle culture, etc. Voilà. Ouais. Ah, c'est marrant, c'est marrant le nombre de fois où il y a des choses comme ça. Je pense que ça fait écho un peu à tout le monde, quoi. Il y a des trucs où t'hésites pendant 10 ans, puis tu le fais, puis après tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt?
Et à chaque fois que je pense à ça, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Ou quel truc j'évite de faire aujourd'hui que je pourrais regretter demain d'avoir mis autant de temps. Donc j'essaye de vite le corriger, quoi. J'aimerais qu'on attaque dans le vif, tu vois, sur la partie vente. C'était quoi les erreurs que tu as fait dès le départ, que tu ferais plus aujourd'hui et pourquoi? Enfin, t'en as peut-être une ou deux comme ça? Ah, écoute, il y en a plein. Si tu fais pas d'erreur dans le métier de vente, c'est que tu fais pas de vente en fait. C'est impossible de démarrer avec un pitch qui est parfait, avec une approche qui est parfaite. C'est impossible. C'est vraiment des milliers d'erreurs et d'apprentissages que tu as pu accumuler au fur et à mesure des années qui te permettent d'avoir bah, cette confiance, cette approche solide avec tes clients. Du coup, toi, pour progresser, que toi, de manière consciente, tu raccroches le téléphone, tu dis, bon, là, je me suis pris un nom, tu te remets en question, tu réécoutes l'appel, ou est-ce que c'est ton manager qui lui l'écoute? Enfin, comment ça se passe pour progresser, tu vois? Parce que tu peux aussi rester toute ta vie à faire le bourrin, à t'y prendre mal, quoi. Comment tu fais de manière consciente pour progresser, quoi, si tu Je vais, veux le faire? je vais te donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, tu as mentionné plein de trucs intéressants, je vais rebondir dessus. La première chose, c'est le cold calling. Le cold calling, ça te forge un caractère. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération. Aujourd'hui, on envoie des emails à tout va et on espère que ça va atterrir quelque part et que le prospect, bah, il va se réveiller un bon matin, il va nous appeler. Ouais, mais j'attendais vraiment ton appel, merci. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut provoquer la chance, il faut faire plein d'appels. À l'époque, on avait, si tu veux, il n'y avait pas de numéro de portable, on allait sur Internet, on tapait enfin, on cherchait les entreprises, les standards, on passait par la standardiste. Donc, on avait des Oui, barrages à l'entrée, on n'arrivait pas à joindre des personnes directement. Donc c'était encore ouais. plus difficile. Donc la répétition du cold calling, donc des appels froids avec tes clients, a fait que bah, avec tous les noms que je me suis pris, et je m'en suis pris, hein, je me suis même fait insulter au téléphone par des clients. Et tu peux les comprendre, tu les appelles de nulle part, tu arrives avec ton pitch, etc. Donc, beaucoup d'appels. Comment j'ai corrigé le tir? C'était avec le relationnel. C'était de t'expliquer pourquoi j'appelais, la raison de mon appel. Comment j'ai corrigé le tir? C'était de ne pas parler du produit. C'était vraiment de parler d'humain à humain. Voilà, je vous appelle, vous ne me connaissez pas, on ne se connaît pas. La raison pour mon appel, c'est que voilà, vous faites ceci et cela. Et en fait, on aide d'autres clients qui sont dans le même domaine que vous à résoudre tel ou tel problème et atteindre tel ou tel résultat. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on organise un appel pour aller en profondeur sur vos besoins particuliers et voir si on peut vous aider aussi à développer votre clientèle, à atteindre vos objectifs business? Oui, super, on book un autre call. Non, désolé de vous avoir dérangé, on garde contact. Si vous connaissez quelqu'un dans votre industrie qui serait intéressé pour bénéficier de tel service, bah, je serais ravi de faire connaissance avec eux et de les aider également. Donc, à minima, je demande un referral et dans le meilleur des scénarios, je book un appel pour la prochaine fois pour aller en profondeur sur ce que la personne enfin, traverse, etc. Donc ça, c'est un peu le premier truc. Bah, déjà, je me demandais au niveau des référents, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu avais, je sais pas, est-ce que tu as un chiffre, genre, je sais pas, 5% des gens recommandent quelqu'un ou ça Ouais, sert vraiment à quelque chose? ouais, c'est une bonne question. Écoute, moi, chaque appel, j'essaye d'avoir trois choses. J'essaye de créer une opportunité enfin, pour aider le client et, bah, créer une opportunité pour un deal. S'il n'y a pas de deal, j'essaye d'avoir des informations sur l'industrie de la personne, donc l'industrie où la personne opère. Donc, c'était une démarche pour avoir des informations, pour déjà moi m'éduquer sur l'industrie. Et trois, c'est demander un référent. Il faut au moins que j'ai une D'accord. sur ces trois choses-là. Le référol, écoute, ça marche pas tout le temps, mais il vaut mieux essayer que pas essayer. Il faut pas avoir peur de demander un référol parce que au pire des cas, la personne elle va te dire non, je C'est connais vrai. pas, etc. Elle va pas t'insulter ou quoi que ce soit. Je pense pas que les gens ils soient aussi méchants le
prendre ça de manière négative. Ah, c'est sûr. Donc, je dirais que ça marche à, je sais pas moi, 40%. Ah oui, quand même. Ouais, si tu le demandes gentiment, de manière bienveillante, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Quand tu fais un appel comme ça froid, t'as combien d'appels t'as besoin pour avoir un deuxième rendez-vous? Ouais, ça c'est un chiffre clé. Connaître ces métriques, c'est important parce que comme ça, tu peux construire un tunnel de vente in fine. Euh, je pense un appel sur 10 en début de carrière. En fin de carrière, je peux convertir à un appel sur 4 peut-être, avec du vécu, avec de l'expérience. Tu vois, là, je t'ai sorti un pitch, mais je le connais par cœur. Et j'ai plein de Oui, variations à ce pitch. Mais en début de carrière, j'étais là, allô, euh, donc ça a hésité, je savais pas trop quoi ouais. dire. Je vous appelle de cette boîte, et en fait, je suis commercial, et tu vois, ça, Ouais, dès que tu disais ce mot-là, c'était déjà fini, quoi. c'est mort. Puis t'hésitais, machin. J'hésitais, je bégayais, je suis commercial, j'appelle de cette boîte et en fait on propose des services dans ça, ça raccroche, Ouais, tu vois. Euh, ouais. donc, donc là je sais qu'il faut pas dire tout ça, tu vois. Il faut pas parler de D'accord. soi. En fait, la première erreur que les gens font, c'est de parler de soi. Il faut pas parler de Mhm. soi. Il faut parler de clients que tu as aidés. Il faut parler de pourquoi cette personne-là doit t'écouter. En fait, il faut être respectueux du temps des autres. C'est l'un des tout premiers concepts. Bah, je te parlais de copywriting juste avant. C'est what is in for me? Qu'est-ce qu'il y a Exactement. pour moi là-dedans? Donc, vu que chacun n'est focalisé que sur lui-même, bah, effectivement, si dès le départ tu lui dis, bah écoutez, nous on a fait ça avec ce client, lui il le connaît, il a obtenu tel résultat, ah, déjà là ça, t'as sa curiosité, il a envie d'en savoir plus. Ah, comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que peut-être, il se dit potentiellement, peut-être moi aussi je peux le faire. Peut-être que vous pourriez m'aider. Donc là, il y voit ce qu'il peut gagner. Donc il a une raison de rester au téléphone et d'en savoir un peu plus. Surtout si Sur- tu bosses avec ses ouais. compétiteurs. Si tu... Oui, oui. Puis t'as un côté aussi un peu, euh, je sais pas, c'est vraiment de la jalousie, mais voilà, si un tel il a ça, pourquoi pas moi, quoi. Bah oui, si tu bosses avec la concurrence, la personne va t'écouter, hein. Au moins, ils vont écouter ce que tu as à dire pour avoir des informations. Ça, je pense que c'est de l'ego après. Euh, mais ouais, je pense que c'est ça un peu qui a vraiment fonctionné pour moi. Et après, je savais qu'après 10 appels, je sortais un deal, une opportunité. Et que pour sortir 5 opportunités, bah, il fallait que je fasse 10 fois tu vois, donc je démarrais par le chiffre au final, combien de pipeline je voulais. Je voulais 50, je te donne un chiffre au hasard, hein, 54 pipelines, chaque opportunité représente 10K. Donc sachant que mon taux de conversion c'est 1 sur 10, il faut que je fasse 50 appels. Voilà. Et je me commit tous les jours, je bloque 2 3 heures, je fais que du cold calling. Le Ouais, matin, t'es tu en vas le faire forme. trois fois. Parce que ton cerveau, il est frais. Tu viens de boire ton café ou de ton thé. Tu as les idées claires. En fait, pourquoi le matin? Parce que on a un nombre limité de bonnes décisions qu'on peut prendre par jour. Et donc, le matin, tu as envie c'est une technique en anglais qui s'appelle Eat the Frog. Tu vois, je sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est faire le plus gros du travail le matin. Parce que ton cerveau est frais et que tu peux prendre des décisions de qualité. Donc c'est pour ça que je fais le matin. Et puis après, voilà, c'est si tu suis ton tunnel de vente et qu'il est bien structuré, bah en fait, après, ce que tu as à faire, c'est juste exécuter. Juste, Ouais. tu fais des T'es appels. comme une machine, quoi. T'as ta machine, elle est huilée, puis tu améliores les pièces de cette machine pour qu'elle fonctionne de mieux en mieux. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que toi, vous avez un script, ça, ou est-ce que c'est plus avec l'expérience, en fait, que ça finit par rentrer, ou est-ce que vous avez carrément un script où tout est marqué, s'il dit ça, alors je réponds ça, si telle objection, nanana. En fait, on n'a pas de script. À l'époque, quand tu fais de la vente relativement simple, pas des produits complexes, je dirais qu'un script, ça peut pas s'apprendre, mais en tout cas, tu peux répéter ça en off.
Et puis tu essaies de poser ces questions-là quand tu es avec ton client. Mais l'erreur à faire, c'est vraiment de lire son script. Il ne faut pas lire son script. Il ne faut pas que ce soit téléphoné parce que le client va le sentir et ils vont pas s'ouvrir à répondre à tes questions. Je dirais qu'on suit des méthodologies de discovery qui sont le BANT. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, Le non, je veux BANT, bien que tu m'en c'est parles. en anglais, c'est Budget, Authority, Need, Time. Donc budget, donc les personnes signataires, le besoin et la deadline, je sais pas comment tu dis en français, la timeline pour signer. Euh, donc ça, c'est un framework, un schéma de travail, une méthode qui est assez simple. La méthode la plus sophistiquée, qui est la plus utilisée aujourd'hui dans le soft, ça s'appelle le MEDIC. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Médic, je pense que pour ton domaine, ce qui est formation, je pense pas que ce soit nécessaire parce que nous on est sur des solutions logicielles complexes. C'est metrics, economic buyer, decision criteria, decision process, identified pain, competitors. Ça, c'est quoi? C'est la structure. Quand vous appelez, vous allez aborder dans l'ordre ces points-là, c'est ça? Alors, il faut que ça sonne naturel. C'est très important. Oui, Que ça oui, sonne naturel. ouais, Encore une fois, oui. si tu lis, ok, bah, Matrix, Bon, est-ce que tu as passons maintenant. Ouais, 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 tout à fait. si tu lis dans le truc, dans l'ordre, les questions, ça va pas le faire. Mais il faut que ça soit naturel et il faut que tu puisses naviguer un peu sur toutes les questions en même temps que, enfin, tu essaies de faire en sorte que ce soit une conversation avec ton client. Ça doit être vraiment l'un des gros challenges, c'est de garder l'équilibre. Enfin, que ça ait l'air d'être une conversation entre deux personnes simple, normale. Genre, on fait vraiment connaissance. Tiens, je veux vraiment découvrir votre business. Vous faites quoi exactement? Vous en êtes où? C'est quoi vos défis? Blablabla. Mais d'un autre côté, ça c'est l'humain, et puis de l'autre côté, t'as entre guillemets le cerveau vendeur. Bon, attends, là il y a Matrix, il faut quand même qu'il me donne des chiffres pour que je puisse évaluer là où il en est, nanana. Il faut que je lui parle de ses compétiteurs parce que comme ça, je peux appuyer sur la douleur que eux ils font ça et pas vous, nanana. Et, et l'idée c'est que ça se voit pas quoi. Ça va pas être évident au début en tout cas. Et les personnes qui sont haut placés dans les entreprises, donc les C-suite, CIO, CEO, etc., ils sont très très peu de temps. Donc ils vont te donner une demi-heure. Il faut vraiment que tu poses les bonnes questions au bout d'une demi-heure. Tu vois, si comme au bout de 5-10 minutes, ils voient qu'il n'y a pas trop de valeur dans le call, ils vont vite raccrocher gentiment avec toi et ils vont passer à autre chose. Donc il faut vraiment, je dirais, il y a de la préparation à faire avant le call. Je peux en parler aussi euh, pour être en mesure d'avoir une conversation productive avec des gens qui ont peu de temps, par contre qui ont le budget. Donc tu as forcément envie de bien te préparer pour essayer de les convaincre parce que c'est eux au final qui vont signer. La personne qui a le temps, c'est la personne, ce qu'on appelle IC. C'est la personne, voilà, un employé normal, un salarié. Il va te donner des informations, pas forcément des informations qui vont te permettre de signer le deal, mais des informations qui vont t'apprendre un peu plus sur leur industrie, ce qu'ils veulent, etc. Au niveau de l'utilisateur. Mais ça, c'est peut-être la vente de logiciels, c'est assez spécifique à nous ce qu'on fait. Peut-être dans le domaine de la formation, c'est un peu moins complexe que ça. Tu parles à une personne, mais il n'empêche que cette personne-là a toujours le pouvoir de décision, je suppose. Oui, c'est ça. Ça c'est une énorme différence quand même. Donc il faut aller droit à l'essentiel et voilà. Ouais. Mais du coup, bah là aujourd'hui, combien de temps tu mets entre le moment où tu dis bah ça c'est ma cible et puis le deal il est signé? Ça c'est une première question. Et l'autre, bah du coup c'est quoi? Comment tu procèdes? Donc ça va être ok la première fois t'appelles bah, la réception. Après t'arrives peut-être à voir quelqu'un du marketing. Et après t'as enfin la personne qui décide. Tu vois. C'est quoi? Combien de temps tu mets? C'est quoi un peu les étapes? En fait, il y a un peu de recherche à faire. Ça va te prendre un peu de temps, mais je pense que la recherche est nécessaire. Si tu vends de la formation dans, je sais pas moi, je sais pas quelle industrie, par exemple, on peut.
Bah, là, par exemple, moi j'ai pas mal de clients qui sont dans l'investissement, donc ils vont aider des particuliers, par exemple, à investir en bourse, à investir dans les cryptos, à investir dans l'immobilier. D'accord, bah, tu te renseignes sur l'immobilier. Tu te renseignes sur l'immobilier, je sais pas moi, si tu couvres la zone de Paris, bah, tu te renseignes sur l'IMO à Paris, d'accord, en tant que vendeur. Ce qu'on appelle la due diligence, tu fais ton homework. Euh, donc, c'est quoi l'IMO? C'est quoi les chiffres clés? C'est est-ce que le marché est attractif? Est-ce qu'il y a une bulle immobilière ou pas? C'est quoi les rendements que mes clients veulent? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que je veux les conseiller, les former sur de l'IMO sur du court terme, la loc court terme ou plutôt long terme? Quelle stratégie je veux leur conseiller, etc. Donc déjà, toi, il faut que tu sois un peu expert de ce dont tu vas parler, de ton domaine, Oui, pour que les autres t'écoutent. Parce que si tu oui, ne sais pas de quoi tu parles, ils vont pas t'écouter, ils vont pas te prendre au sérieux. Il y a une méthode anglaise qui je recommande fortement, qui est dans le livre Challenger Sale, peut-être que tu as déjà lu le livre, qui s'appelle Teach, Tailor, Take Control. Teach, donc apprends à ton prospect quelque chose. Tailor, donc c'est personnalise les infos de l'industrie pour ton client. Donc, tu personnalises le message pour ton client, que ce soit que ça leur parle, et prends contrôle. Prends contrôle de la conversation. oui, Ils n'ont pas dit prends contrôle, apprends quelque chose. Non, non, c'est dans l'ordre. Si tu le fais dans l'ordre, tu peux prendre contrôle de la. Le pire des cas, c'est quand tu n'as plus contrôle de la conversation. Et c'est là oui. que ton prospect a le contrôle et qu'ils peuvent raccrocher. Mais si tu t'arrives, tu sais de quoi tu parles, tu maîtrises l'industrie, tu leur apprends quelque chose et tu personnalises le message pour eux, pour ce qui les intéresse, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Très intéressant ça, parce que c'est vrai que voilà, typiquement, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle L'art du pitch, où il t'explique justement l'importance du cadre, que c'est toi qui dois avoir le leadership pendant l'appel. Il te montre, voilà, en gros la posture que tu dois avoir. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai pas fini le livre, mais j'avais pas d'éléments. Je comprends pourquoi et c'est important, mais comment l'obtenir? Effectivement, là, la tactique que tu proposes, bah, si tu montes dès le début, que tu as une expertise, effectivement, bah, on t'écoute, on te respecte tout de suite. Ok, lui, je vois de quoi il parle. Tiens, il va m'apprendre un truc que je savais pas. Donc, ça te met un peu en position de force, entre guillemets, quoi. Et puis derrière, tu lui montres que tu pourrais l'aider directement en personnalisant par rapport à votre situation. Bah, voyez, vous aujourd'hui, vous avez cette problématique. Bah, nous, on a une solution. On pourrait faire ça. On a fait ça pour un tel. Donc là, tu as son écoute et effectivement, ouais, une fois que tu as fait ça, bah ouais, là il t'écoute quoi. C'est vrai que c'est assez logique et je suis content que tu me l'aies partagé parce que j'avais pas cette info. Donc du coup, est-ce qu'on pourrait revenir là à la question, bah comment tu fais de A à Z? Tu as tes 50 calls parce que quand même quand tu me dis tu as 50 appels, comment tu les prépares? Combien de temps ça te prend juste pour préparer? Aujourd'hui, comment ça se passe? Qui t'appelle? Est-ce que tu vas sur LinkedIn, tu chopes le numéro directement de la personne qui décide? Comment ça se passe en fait? Ouais, alors, tu as 50 appels à faire. Une fois que tu as designé ton tunnel de vente, il faut que tu décides comment tu vas prioriser ton temps. C'est hyper important. Parce que tu vas pas passer le même temps avec, je sais pas moi, si tu un client comme Carrefour, tu vas pas passer le même temps qu'avec Carrefour qu'avec une petite chaîne de supermarchés ou l'épicier du coin. Donc, parce que Carrefour a un pouvoir de dépense beaucoup plus important. Donc, tu vas, si tu veux, prioriser ta liste de clients et les segmenter en trois catégories. Ça s'appelle le tiering. Donc, tu vas les mettre dans la catégorie A, les clients les plus importants dans la catégorie A, les clients les un peu moins importants dans la catégorie B et C. Trois groupes, c'est suffisant. A, c'est, moi j'aime bien la loi de Pareto, 80-20. J'estime et ça se vérifie partout. 80% de mon revenu va venir de 20% de mes clients. Donc 20% de mes clients doivent avoir 80% de mon temps, ou 70%, pour laisser un peu au. Oui, bien sûr. Après la loi des 20-80, c'est pas toujours 20-80. Des fois c'est 30-70. Mais une majorité doit aller vers l'un ou l'autre. Ouais, bien sûr. Donc A, je vais mettre 20 clients clés. B, 30 clients. C, tout le reste.
Au préalable, bien sûr, tu peux extraire une liste de clients de ZoomInfo, de Sales Navigator. Tu peux faire une petite recherche. Tu mets les filtres sur Sales Navigator. Tu exportes sur Excel et tu as toute ta liste de clients. Et après, tu décides en fonction des critères que tu veux. Le revenu, Ça, c'est un logiciel où tu mets tes critères et il te sort les boîtes qui font tant de chiffre d'affaires, tant de c'est machin. LinkedIn. Ça fait partie de LinkedIn. C'est Sales Oui, tu peux. Navigator. Ah, d'accord. Ok, bah, j'ai vite fait utiliser, mais d'accord. Non, non, c'est Sales Nav et ça peut te sortir ces infos-là. D'accord. Je pense qu'il faut avoir une licence payante, mais ça vaut le coup. Après, il y a peut-être d'autres outils. Moi, je connais plutôt celui-là, mais il y a d'autres outils qui font ça aussi. Et tu peux peut-être choper ça de manière gratuite. Tu vas dans le GPT, chat GPT, tu poses la question. Je veux toute la liste de toutes les entreprises dans la région parisienne et tu les classifies dans un tableur. Et dans la première colonne, tu mets nombre d'employés, deuxième chiffre d'affaires, industrie, etc., etc. Et donc, comment tu vas prioriser tes clients? Selon les critères qui t'intéressent. L'immobilier, c'est une industrie que j'affectionne, dans laquelle j'ai de l'expérience, que je vais prioriser. Ça, c'est un critère. Chiffre d'affaires, je vais prioriser les boîtes, les plus grosses boîtes dans mon secteur. Ou alors, je peux très bien me dire, en fait, c'est peut-être trop gros pour moi. Je vais démarrer peut-être par le SMB, les moyennes les petites et moyennes entreprises. Donc, c'est quoi la tranche de chiffre d'affaires que je vais choisir? 3, nombre d'employés. Est-ce que je veux travailler avec des grosses boîtes où le process d'achat est super long? Ou alors je travaille avec des petites boîtes. Donc, en fonction de tout ça, je vais avoir une liste A, B, C. A, je passe le plus clair de mon temps à avoir une approche personnalisée avec des personnes clés dans ces entreprises. Dans le cadre de B2B, tu me dis si tu veux que je parle un peu plus B2C. Oui, oui, non, mais B2B, c'est très bien, ça m'intéresse. Du coup, là, ça se matérialise comment? C'est quoi? Tu crées une relation avec ces gens? Qu'est-ce que tu fais? Tu repères, tiens, cette personne dans cette boîte, cette grosse boîte que j'aimerais bien avoir comme client. Elle a une position intéressante, j'aimerais bien, je sais pas, discuter juste avec elle. Qu'est-ce que tu fais là, exactement? Alors, après ça, ce que tu peux faire, c'est une boîte comme Carrefour. Tu attaques la boîte, tu essaies d'identifier des prospects que tu peux contacter et tu vas faire de la vente horizontale et par la suite, tu vas faire de la vente verticale. La vente horizontale, c'est tu crées une success story avec un département, une équipe et tu répliques le succès sur plein de départements. Ça, c'est de la vente horizontale. La vente vertical, c'est tu grossis enfin, tu crées un case, un cas d'usage pour une problématique beaucoup plus grosse qui touche toute la boîte dans son ensemble. Et tu vas aller beaucoup plus haut dans le C-suite, CEO, etc. Tu vas pitcher un plus gros. Moi, je suis plus fan de la vente horizontale parce qu'elle est progressive. Une fois que tu as la relation de confiance, après, tu peux aller plus haut. Les personnes que tu vas contacter, c'est des personnes. Donc, si tu n'as pas de prospects, de liste de prospects, etc., tu peux faire du call une approche plutôt froide via LinkedIn, je sais pas moi, les réseaux sociaux, etc. Et tu vas rentrer en contact avec eux et après, tu leur envoies un petit message. Voilà, ravi de faire votre connaissance. Voilà, tu leur fais le schmilblick régulier. Donc, je travaille avec d'autres clients dans votre industrie, etc. On résout tel ou tel problème. J'aimerais bien donc faire un appel avec vous pour voir si on peut vous aider de la même manière. Donc ça, c'est l'approche froide. L'approche un peu plus chaude, c'est le marketing. Donc, quand tu n'as pas de marketing dans ta boîte, tu dois compenser avec la vente froide. Quand tu as beaucoup Oui. de marketing, tu fais de la vente warm, chaude. Parce que le marketing, il va t'amener des leads. Le marketing, c'est tu crées du contenu, tu publies du contenu sur ton site et tu récupères des leads. Un lead, il va aller sur ton site, il va te contacter via le formulaire, il va rentrer son email pour regarder une démo, une vidéo sur ton site, et ils veulent recevoir une newsletter. Tu vois, tu as plein d'exemples sur comment tu peux choper des leads sur ton site, et après tu les récupères sur une liste et puis tu les appelles. Bonjour, j'ai vu que vous avez téléchargé un e-book sur notre site, vous avez regardé une petite démo sur notre site. Est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse discuter plus en détail de vos problématiques et voir comment on peut les résoudre? Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Pour vraiment du froid, comment tu t'y prends? C'était juste envoies un message, tu essaies de commencer une discussion,
Aujourd'hui, comment tu fais concrètement? Est-ce que tu appelles direct? Est-ce que tu commences par petits pas? Je t'envoie d'abord un message sur les réseaux sociaux. La méthode froide, elle est beaucoup plus difficile, elle prend beaucoup plus de temps, naturellement, parce que tu as pas les numéros de téléphone. Tu peux aujourd'hui payer un logiciel comme ZoomInfo, qui recense toutes les boîtes. Ils ont une très belle base de données en Europe et aux US. Et tu as les numéros de téléphone plutôt à jour, adresse email, etc. Tu peux utiliser ça. Tu peux aussi utiliser LinkedIn. C'est le plus gros réseau professionnel au monde. À l'époque, il y avait Viadeo en France. Je sais pas si ça existe toujours, ça a été Ouais, ou pas, mais j'utilisais ça moi à l'époque. Euh, mais je dirais que c'est la meilleure méthode de loin. Et je vais donner un tips que j'ai appris moi-même d'Alex Hormozy, que tu connais peut-être. Il dit un truc hyper intéressant. Quand tu démarres par une approche cold, personne ne te connaît, personne ne te fait confiance. Tu es un entrepreneur, solo entrepreneur, etc. La meilleure chose à faire, c'est de délivrer tes services gratuitement pour démarrer. Et en contrepartie, tu ramasses des témoignages clients. Et après ça, tu utilises tes témoignages clients pour aller chercher des clients payants. Le premier mois, tu bosses gratuitement pour avoir des témoignages. À partir du deuxième mois, tu prends cette expérience. D'ailleurs, toi, tu vas apprendre, tu vas avoir un discours beaucoup plus fluide avec tes clients. Deuxième mois, tu commences à monétiser ton service. Pour moi, ça, c'est une des meilleures méthodes en sales dans avec une approche totalement froide. Parce que franchement, si tu es dans le besoin, tu es mon client type, je te propose mes services gratuitement. Et en contrepartie, si tu es content de mon service, tu me fais un témoignage. Franchement, moi, tu me dis ça, je le fais, tu vois. mhm. Si t'es pas content, tu me donnes pas de témoignage. Mais si tu es content de mon service, Oui, bien sûr, bien sûr. tu me C'est fais vrai, c'est vrai. un T'as petit... rien à perdre. Exactement. C'est vrai. Très, très bonne façon de commencer, effectivement, quand t'as pas de clients. Puis au moins, ça te permet de pratiquer tout de suite, te casser aussi tes blocages, tes peurs, je pense. Il y a quand même quelqu'un qui te fait confiance, même si t'es pas payé. Ça peut être rassurant, effectivement. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer aujourd'hui, ça ressemble à quoi une de tes journées type? Plutôt en tant que sales, tu vois. J'ai envie de savoir, toi, j'imagine qu'aujourd'hui, tu fais du management, donc c'est peut-être un peu différent. Mais c'était quoi un peu ta journée type? Journée type, j'ai pas arrêté la vente, hein. Je vends toujours avec mes reps, mes commerciaux. Euh, mais je dirais que si, enfin, bon, comment je m'organisais, je faisais du new business, donc il y a quelques années, et puis après j'ai basculé sur l'expansion. New business, c'est tu démarres de zéro. D'ailleurs, j'étais le premier commercial sur le marché français à l'époque. Après, j'ai fait Middle East, Moyen-Orient. Journée type, comme je t'ai dit, tu démarres par les choses les plus difficiles le matin. Donc la prospection. Tu regardes ta liste de prospects, tu bloques 2 heures. Il y a une technique en anglais qui s'appelle time boxing. Tu bloques 2 heures dans ton Ok, calendrier tous les jours et tu te commits à faire tes cold calls. Donc tu as besoin de faire 50 par semaine. Enfin, 50, c'est pas beaucoup, mais tu peux dire, je sais pas moi, 150 par semaine. Bah, t'en fais 30 par jour. Et tu te commits à faire 30 par jour. Peu ok, importe si tu te sens bien ou pas, si tu es motivé ou pas, tu les fais tes 30 calls par jour. Donc tu regardes ta liste de prospects. Si tu as des leads, tant mieux. Tu as les numéros de téléphone, tant mieux. Tu les appelles. t'appelles Et tout simplement. voilà, tu t'améliores, tu t'améliores ton pitch, etc. Euh, Après ça, je dirais que soit tu fais de la prospection, pardon, de la discovery, de la découverte directement, s'ils ont le temps, soit tu planifies un appel avec eux quelques jours après, pour être respectueux de leur temps, parce que tu t'appelles les gens un peu de nulle part, il faut leur Ouais, demander enfin, s'ils ont du temps ou pas. S'ils ont du temps, bah, tu déroules ta discovery, tu poses tes questions, tu crées un rapport avec la personne déjà, tu t'arrives pas de nulle part. Vas-y, je voulais poser une question peut-être. ouais, mais ça justement, comment tu fais ça? Et quelles questions tu poses? Comment tu fais pour créer le lien, cette confiance? Est-ce que tu vas poser des questions du type, bah, un peu, je sais pas, bon là, j'ai dire une connerie, mais c'est pas eux qui t'appellent, mais
Souvent, la première question, tu m'appelles d'où? Enfin, en tout cas, c'est ce que je pose à chaque fois comme question. Tu m'appelles d'où? Ah, bah, t'es à Paris. Ah ouais, t'es dans quel arrondissement? Blablabla. Bon, toi, dans ton cas, est-ce que tu as comme ça quelques questions icebreaker pour créer un peu une relation ou est-ce que tu te dis non, c'est quand même professionnel? Comment tu trouves la bonne limite? Et après, c'est quoi les questions en fait que tu poses? Ouais, ça c'est il n'y a pas forcément une seule réponse à ça, tu peux prendre plein de directions. Soit tu vas moi je suis un gros fan de LinkedIn, je vais sur leur LinkedIn et je trouve un truc intéressant sur leur profil. Heu, Ok, genre s'ils ont mis passion, j'aime les chats, un truc comme ça, ou ou je sais pas, j'aime le. Est-ce que tu trouves des trucs un peu bizarres pour rebondir? Ça peut être, ah, j'ai vu que vous avez étudié à tel endroit, je sais pas. Concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Bah, en fait, si tu es en B2B, tu vas plutôt rebondir sur le fait qu'ils aient fait quelque chose sur le site internet. Donc, Ok, ils ont consommé un white paper, ils ont ok, regardé une démo. Allô, machin, je vous appelle parce que j'ai vu que vous aviez regardé une démo. d'accord. Donc Donc, là, tu as déjà un sujet de discussion finalement. tu as déjà un sujet de discussion. Mais toi, tu parlais peut-être plus, ils ont rien fait, tu les appelles de nulle Plus, part. ouais, tu le connais pas, quoi. Tu Tu le le connais connais pas? pas, Franchement, tu le ouais. connais pas, je te dis la vérité, c'est vraiment l'humain, quoi. C'est bonjour, on se connaît pas, désolé de vous Ouais, importuner. Euh, je vous envoie une connexion sur LinkedIn. La raison de mon appel, c'est que voilà, je travaille avec d'autres clients dans l'industrie. Je les aide sur des sujets similaires aux vôtres. Est-ce que ça vous intéresse qu'on puisse convenir d'un appel pour regarder un peu bah, quelles sont les problématiques que vous rencontrez et voir si on peut vous aider. Tu vois, vraiment connaître cette déballe limite par cœur pour pas hésiter en fait. Parce que le but d'un appel froid, c'est que tu leur expliques pourquoi ils doivent rester 30 secondes, une minute avec toi. C'est pas ton produit, on parle même pas de ton produit, c'est vraiment pourquoi ils doivent pas raccrocher en fait. ouais. Pourquoi ils doivent Tu pas dois raccrocher. maintenir l'attention avec eux. Tu La me discussion maintiens. le plus longtemps possible. Exactement. Donc si tu dépasses 2-3 minutes, déjà, bon, ils veulent en entendre un peu plus. Mais en gros, ouais, on se connaît pas, je vous appelle de nulle part, désolé. J'ai vu votre profil, j'ai vu que vous faisiez telle ou telle chose, ça m'intéresse, je suis dans la même industrie que vous, j'aide beaucoup de clients, est-ce qu'on peut se parler? Et si la personne dit non, bah c'est pas grave, on raccroche, on reste bons amis, on reste en contact. Bien D'ailleurs, sûr. ça, c'est une très bonne chose à faire parce que plus tard, peut-être qu'ils auront le besoin, ils vont revenir vers toi. Mais si tu prends ça un peu, de manière un peu perso Ac- et que tu raccroches Exact. à cœur, tu raccroches, bah, tu as perdu un client à vie. Est-ce que toi, tu fais du follow-up justement après, juste pour prendre des nouvelles, tu vois, genre il y a 6 mois, enfin, est-ce que tu fais du follow-up ou pas du tout? Naturellement, naturellement. Si tu espères qu'un seul appel va aboutir à une opportunité, ça existe que dans les rêves. Euh, En sales, on a une moyenne de 7 touches par prospect pour pouvoir créer une opportunité. C'est quoi une touche? C'est un appel, un email, un contact request sur LinkedIn, un message LinkedIn, un autre email, un appel, etc. Moi, il y avait une étude qui sort souvent, c'est que les gens, tu as besoin de passer 7 heures avec quelqu'un avant de faire du business, en fait. Là, tu parles de cette interaction, c'est pas mal aussi. Est-ce que tu arrives à estimer, est-ce que tu as déjà estimé en termes de temps passé, tu vois? Genre, il y a un email, est-ce qu'on retrouve bien les 7 heures ou pas du tout? Je suis curieux, toi. Alors, par touche, c'est pas 1 heure. Forcément, un email, ça Non, peut te faire, aujourd'hui, ouais, tu avec dis une, ChatGPT, deux tu peux te minutes. sortir un email en 2 minutes, professionnel et plutôt naturel. Non, je veux que le client passe avec la marque, tu vois, genre, ok, il lit un de nos mails, un de vos mails, ça lui prend 3 minutes, il fait un appel avec vous 5 minutes, donc là, on n'est pas aux 7 heures. Non, même pas. C'est, je dirais, 2-3 heures par process de vente. Si Ouais, tu- en cumulé, il aurait passé 2, 3 heures avec vous. Voilà, j'ai vu votre site, je suis allé sur votre LinkedIn, j'ai vu une petite vidéo par-ci, j'ai En fait, scrollé vite fait votre e-book. En fait, si ton produit il coûte cher,
et que tu peux potentiellement sortir une opportunité à 20-30K, bah, peut-être que ça vaut le coup de passer 5 heures. Mais si ton produit, il coûte quelques centaines d'euros, ça vaut pas Tout le à coup fait. de passer 5 heures par process de vente. Ça n'a aucun sens. Oui, et puis même de toute façon, le client, il n'a pas autant besoin de temps pour prendre une décision à un prix aussi bas, quoi, je pense. Ok. Ouais, donc du coup, là, ouais. Donc là, toi, tu commences ta journée, tu fais tes appels parce que c'est le truc le plus important. Tu fais du follow-up derrière. Je vais peut-être approfondir un peu plus. Tu fais tes appels, tu prends tes notes, tu structures ça avec une IA, sur le framework Bant et Medpic si tu fais de la vente un peu plus complexe. Tu sors un email IA plus toi pour follow-up avec le client en un temps Tu record. lui fais un récap de Demande l'appel, c'est ça? Genre. tu balances tes notes un peu désorganisées à l'IA, elle te fait un email propre de follow-up avec ton client. Tu revois ton email, tu donnes un temps humain, bien sûr, professionnel, etc. Et tu follow-up avec ton client rapidement. T'attends pas 5 jours pour follow-up avec ton client parce qu'il t'aura déjà oublié. Il va parler à Mhm. d'autres prestataires. Dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, tu envoies un email de récapitulatif. Et après ça, si le client est intéressé pour acheter, si c'est de la vente un peu rapide, en coup de vent, bah, tu envoies un devis, quoi, et tu closes. Si le Ouais. client veut acheter, tu vends. Ouais. T'attends pas plus que ça. Ouais, tout à fait. Et est-ce que vous avez des stats, genre, parce que moi j'ai entendu pas mal de chiffres où, soi-disant, bah, les gens, t'as 5% des gens qui achètent dans les 90 premiers jours après avoir découvert une entreprise et 95% dans les 18 mois. Est-ce que vous avez constaté des trucs dans le genre? Est-ce que vous avez un système justement parce que vous savez, voilà, après là c'est du logiciel, c'est peut-être pas, t'as peut-être pas besoin d'un an et demi de réflexion pour se décider quel logiciel tu vas prendre, mais est-ce que toi t'as constaté ça, que il y a une partie des gens effectivement ils sont chauds, ils étaient à deux doigts ils comparaient déjà peut-être des outils, etc. Et puis il y a ceux qui se demandent si oui, non, je vais peut-être le faire, peut-être qu'un jour. Et du coup, est-ce que vous avez des stratégies pour quand même bah, continuer la relation, maintenir l'intérêt, et puis le moment venu, leur proposer bah, de reprendre l'outil, quoi. Plus une vente va durer longtemps, plus elle va te coûter du temps et de l'argent. D'accord? Et ce temps-là, tu aurais pu peut-être le passer avec d'autres clients. Euh, donc je dirais que plus le cycle de vente est court, mieux c'est. Il n'y a pas besoin de faire un suivi sur 6 mois à 12 mois pour un cycle de vente, à part si tu positionnes un contrat à plusieurs millions. Tu vends un ERP, solution hyper complexe qui coûte 2-3 millions à ton client, plus l'implémentation, etc. C'est des cycles de vente à l'infini, tu vois, ça dure 1 an, 2 ans, etc. Mais si tu vends des trucs à, je sais pas moi, 30-40K et moins, je dirais que entre une semaine et 2 mois, c'est largement suffisant. Ça ne doit pas dépasser les 2-3 mois max. Parce que aussi ton client, quand il est dans un état d'esprit pour aller dans un cycle de vente, en fait, ton premier call, tu vas avoir un contrat moral avec ton client. On va aller tous les deux dans un cycle de vente. On ne sait pas si on va travailler ensemble, mais tous les deux, je veux qu'on se commit à aller sur les prochaines étapes. Les prochaines étapes, c'est A, B, C, D pour atteindre une décision quelconque. Oui, non. Je ne sais pas si on va bosser ensemble, mais est-ce que j'ai votre confirmation que vous avez du temps et de l'énergie pour aller sur ce cycle de vente? Si la réponse est non, on se fait pas perdre du temps mutuellement et on en arrête là. Si la personne veut aller dans le process avec vous, eh ben tant mieux, on démarre et puis voilà, on travaille ensemble et on voit ce que ça donne. Donc, je dirais que 2-3 mois max, si la personne veut acheter rapidement, on vend rapidement. Ça sert à rien de. Je vois des gens qui font de la survente des fois.
Le client a déjà dit oui et ils pitchent toujours sur leur produit. C'est bon, arrête-toi. La personne veut acheter, tu as résolu leur problème, c'est bon. Envoie le devis, close. Donc, soit Ouais, tu close one, soit tu close lost, et tu réouvres le dossier quelques mois après. Je reviens un peu aux bandes que je t'ai dit tout à l'heure, la timeline n'est pas bonne. Si la timeline n'est pas bonne, si tout est là, le besoin est là, mais la timeline, oh, j'ai pas d'argent, je pense pouvoir traiter ce sujet d'ici à un an. C'est pas un sujet ouais, prioritaire. Bon, bah, ouais. on a rien à se dire. On a rien Ok. à se dire de manière respectueuse. On reste en contact et on réouvre le dossier dans quelques mois. Tout ça, c'est hyper important de bien ficeler tout ça pour enfin, pas perdre ton temps et pas faire perdre du temps à ton client aussi. Ouais, tout à l'heure, tu m'avais dit, je, je reviens tout au début, mais je repensais à ça. Tu m'avais dit, l'une des principales erreurs que tu faisais au début, c'était surtout de parler de toi. Et là, maintenant, tu te focalises vraiment sur, bah, sur ton client et parler de lui et lui démontrer ce que tu pourrais lui apporter assez vite. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres erreurs qu'on pourrait facilement éviter? Donc le produit, être trop focus sur le produit ça marche pas trop. Parler trop du produit, c'est ça? Ouais, Tu veux dire? ça marche Ok. pas. Le produit, ça, ça vient de conforter une décision émotionnelle. Donc c'est la partie logique qui va aller confirmer la partie émotionnelle. La partie émotionnelle, c'est la plus importante. La vente et l'achat, c'est un process émotionnel. C'est j'aime bien bosser avec cette personne-là, je fais confiance avec cette personne-là, et l'argument derrière, c'est que cette personne. Donc là, on passe sur la partie logique. L'argument derrière, Ils achètent la personne, en fait. en fait, les humains achètent des trucs d'autres humains. C'est pas un humain. C'est ça. Moi, j'y crois pas du tout quand les gens ils disent les IA vont remplacer les sales. Ça n'arrivera jamais. Ils vont peut-être remplacer les SDR, donc les personnes un peu juniors qui créent des opportunités, parce que les calls maintenant, tu peux les automatiser avec une IA, avec une voix plutôt naturelle. Mais la vente, parfois, elle est tellement complexe et l'humain n'achètera que rarement, en tout cas sur des montants de 30, 40K et plus. Je pense pas qu'un humain va acheter une IA. Ouais, c'est pas, ouais, c'est pas, vu que, ouais, les humains se lient avec d'autres humains. Et c'est si l'humain achetait de manière rationnelle, effectivement, une IA, elle pourrait tout lui comparer. Tu lui demandes compare-moi le prix de tous les autres logiciels, les fonctionnalités, les machins, et puis là, il prend une décision mathématique. Même ça devrait être, d'ailleurs, ça va être une IA de ta boîte qui discute avec les IA des autres boîtes et qui ferait des vraies décisions rationnelles. Mais là, les humains, bah ouais, ils ont besoin de connecter avec quelqu'un. Puis je pense aussi ça les rassure, ça a une autre dimension. Oui, et puis il y a un truc qu'on doit savoir aussi, c'est que ton acheteur a déjà fait son travail de recherche avant de rentrer en contact avec toi. Ils ont, Oui, ils ont déjà recherché ton produit, la concurrence, ce qu'il y avait sur le marché, et parfois ils veulent juste faire un call pour valider quelques points avec toi. Mais ils savent déjà en fait sur quel produit ils veulent se positionner, et ils vont te tester pour voir si tu es quelqu'un de confiance avec qui ils peuvent travailler. Donc la notion de confiance est hyper important, pas trop parler du produit, et je dirais, je sais pas si tu voulais rebondir dessus ou je pense. ouais, parce que moi, tu vois, la confiance, c'est vraiment ça qui est un peu mon cheval de bataille. Qu'est-ce qui, selon toi, bah, va ruiner la confiance dans un appel, tu vois? Qu'est-ce qui fait que bah, ça détruit tout, en fait? Alors, la confiance, je dirais qu'elle va pas être détruite dans un appel, parce que dans un appel, vous venez de faire connaissance, vous n'avez pas bossé ensemble et il n'y a pas trop de data pour enfin, dire que cette personne-là n'est pas digne de confiance. Ce qui va altérer la confiance, c'est en tant que vendeur, tu vas dire que tu vas faire telle ou telle chose et tu les fais pas. Je vais faire un follow-up, je le fais pas. Je le fais en retard. Je vais répondre à votre question offline, je le fais pas. Je vais me battre pour vous pour avoir un discount intéressant, je le fais pas. Donc, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis sur ton produit, ça doit être délivré. Tu ne mens pas. Ne pas mentir, il faut toujours être honnête. Si ton produit n'est pas bon sur telle ou telle chose, tu le dis.
clairement, dès le début. Donc l'honnêteté crée la confiance. Et l'honnêteté et la fiabilité. Ouais. Ouais, bien sûr. Tu tiens parole, il est honnête, donc il est digne de confiance. Exactement. Tu te dis, je peux pas me tromper en bossant avec lui. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Donc ça, c'est, ouais. Non, mais c'est top ce que tu dis là parce que j'aimerais vraiment partager ce message à beaucoup, beaucoup de monde. Parce que j'ai vraiment le sentiment, je sais pas si toi tu le vois des fois est-ce que tu le vois d'ailleurs avec les gens, les juniors qui arrivent, où ils ont justement ce sentiment qu'il faut survendre de trucs, il faut montrer que notre produit il est parfait, il est génial, et ils ont l'impression que ouais, il faut jamais montrer authentique, vulnérable et dire juste la vérité. Et il faut en faire des caisses, tu vois. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu remarques ou pas du tout? En Ouais, tout bah, cas c'est ce qu'on appelle chez les débutants. communément la vente salon. La vente salon, la vente au marché, c'est tu cries, et mon beau produit, venez tous, etc. C'est vraiment produit, produit, produit. Alors que c'est pas du tout produit, c'est la personne en face de toi, de quoi la personne a besoin. Parce que ton produit va répondre à plein de problématiques. Donc si tu arrives avec tout ton tas de messages à ton client, ils vont pas t'écouter. Il faut commencer par eux, ce qui les intéresse, et il faut personnaliser ce que ta solution propose pour matcher ce dont ils souffrent au quotidien. C'est comme ça que tu vas gagner ton client. Et les juniors, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment mon beau produit, c'est les fonctionnalités, c'est faites-moi confiance, croyez-moi. Tu vois, il faut jamais dire ça. Ouais, Je vais être ouais, honnête avec vous. Faut pas dire des trucs comme ça. Faut faire attention à ce qu'on dit avec son client parce que le client, il va rien dire peut-être, mais derrière, il va pas bosser avec vous. C'est vraiment l'humain. Faut être humain avec les gens. Faut être honnête avec les gens. Et en fait, tu vas te créer une bonne réputation au final. En fait, si tu arrives à bien bosser avec un client, tu démarres, tu n'as pas de client, tu bosses bien avec un seul client qui est super content de toi, crois-moi que ce client-là va te recommander à d'autres clients, naturellement, sans que tu l'aies demandé. mhm, Mais si tu traites mal tes clients et tu essayes de gonfler tes prix et faire de la survente, etc., de la vente forcée, et que tu tiens pas tes promesses, ben en fait, ta réputation elle va en prendre un coup, et bien derrière, tu vas pas pouvoir scaler. En fait, tu pourras pas scaler à d'autres tout à clients. fait. Ou alors, le coût d'acquisition pour chaque client va te coûter beaucoup plus cher parce que tu vas dépenser beaucoup en marketing. Donc, ça va te coûter cher, tu vas cramer beaucoup de cash. Et derrière, vu que ta vente elle est malhonnête, ben en fait, ton business il va couler. Si tu regardes les choses de manière différente, tu es honnête, tu gagnes juste assez, les clients ils sont contents, alors, tu vas avoir besoin de moins dépenser en marketing, tes clients vont te faire des référoles, et puis après ça va être un cercle virtueux. Exactement. Référol, 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 des clients contents, mon business il grossit, ça se passe bien, tout le monde est content, etc. Donc il ne faut pas miser sur le gain, enfin des gros gains sur le Court terme, quoi. terme, il ne faut pas être court-termiste, il faut vraiment être long-termiste, même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu pourras facturer plus quand tes clients ils sont là, quand ta réputation elle est là, quand ton produit il sera au point, tu pourras facturer plus. Mais au début, démarre petit, crée une bonne réputation sur ton marché et derrière, crois-moi que le reste va suivre. Et chez vous, dans votre équipe, parce que moi j'ai l'impression, on a un peu ce problème, tu vois, du côté de l'infoprenariat, donc les gens qui vendent des formations, c'est qu'on va rémunérer justement bah, les closers, donc on appelle ça les gens qui font tous les appels. On va rémunérer les setters, donc ça c'est les gens qui discutent avec toi sur les réseaux euh, et des fois aussi même les copywriters. Donc tout le monde est payé au résultat, tu vois. Et du coup, et au résultat court terme, tu vois, sur le prochain lancement, là on va ouvrir les portes de notre formation qui est normalement indisponible, et là juste pendant une semaine vous allez pouvoir la rejoindre, etc. Et du coup, il se crée ici une pression parce que tu te dis vas-y, moi je suis closer, je suis payé à la vente. Comment t'as un espèce de dilemme. Est-ce que je pense au bien de mon client et la réputation, c'est la chose la plus importante de l'entreprise, la confiance, la relation, et ça, c'est je le mets au-dessus de tout. Du coup, bah
du coup, je vais pas avoir ce comportement. Ou alors je mets tout au-dessus. Bah vas-y, moi il faut que je vends, quoi qu'il en coûte. On y va, il faut charbonner, tu vois. Non, Et du coup, je me demande, est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes rémunéré? Est-ce que vous êtes payé aussi au résultat? Est-ce que c'est un résultat qui est calculé tous les mois ou c'est juste à la fin de l'année? Comment ça se passe? en gros, tu as deux structures. Tu as le statut VRP. Le statut VRP, c'est vraiment à la commission. Ça se fait beaucoup dans l'immobilier, donc les agents IMO. Pourquoi? Parce qu'en fait, la com, elle est assez conséquente. Tu prends, je sais pas moi, 1-2% sur une vente d'une maison à plusieurs millions, bah, tu vas toucher des belles commissions. Donc ça se comprend, mais chez nous, c'est un peu différent. C'est plus 50% basique, 50% en commission. Ça, c'est un standard un peu dans l'industrie des logiciels informatiques. Comment elle est payée, c'est un mois en arrière. C'est-à-dire que ce que tu vas vendre en juillet, tu vas pouvoir le toucher à fin août. Donc ça permet en fait un échelonnement des commissions sur toute l'année et pas forcément attendre la fin de l'année pour tout toucher d'un coup. Je trouve que c'est un meilleur système pour enfin, récompenser Motivé aussi. motiver aussi, exactement. Donc c'est 50-50, donc tu as de quoi manger et t'as pas la pression derrière toi et tu peux servir ton client ce dont il a besoin et sans avoir la pression des chiffres ou tu vois. Mais VRP, ouais, je peux comprendre, c'est pas facile. Si tu as un loyer à payer, ta bouffe, etc., tu as peut-être la pression financière. Je dirais qu'il faut pas démarrer non plus de zéro, il faut avoir quelques économies si tu veux te lancer dans l'IMO et tout. Ça se fait pas beaucoup, ça, VRP, juste à la com. C'est plutôt 50-50 aujourd'hui dans plein de domaines. Tu as toujours un basique dans la vente. Un fixe et puis un variable, ouais. Basique, ouais, c'est fixe. Et, il faut que tu aies quelques économies, ouais. Si tu démarres en tant qu'agent immobilier à Dubaï, bah, démarre pas de zéro. Il faut que tu démarres avec 5 à 10 000 euros ou pounds une fois. Et au bout de 2-3 mois, tu vas faire tes commissions et tu vas faire ton ROI, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais tu faut pas te mettre à risque non plus financièrement pour, je sais pas moi, ça va de soi. Mhm. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, je vois que l'heure a bien tourné. Du coup, je vais pas te retenir non plus Non, avec plaisir. jusqu'à ce qu'il fasse tout noir, on va dire. Bah, écoute, c'était vraiment très enrichissant. Moi, j'aurais pu continuer encore un petit peu plus, mais merci en tout cas d'être venu dans le podcast, Adèle. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver s'il y a des gens qui ont des questions pour toi? Ouais, bah écoute, je donnerai mon nom sur peut-être en description pour que les gens puissent m'ajouter s'ils le veulent sur LinkedIn. J'ai rien à vendre, donc j'ai pas de réseau. Je suis un peu anti-réseau pour être honnête. Mais si les gens veulent entrer en contact avec moi, voilà, pour enfin, s'entraider mutuellement à l'avenir dans quoi que ce soit, bah, je pense que ça déjà c'est un gros plus. Et puis j'espère que ça a été instructif, j'espère que ça a été, comme tu as dit, enrichissant pour ton audience. Et puis voilà, s'il y a des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser en commentaire. Mais en tout cas, la vente, c'est pas. Beaucoup de gens pensent que on a cette image du vendeur menteur, tu vois, baratineur, etc. C'est ça. Et cela, il dure pas longtemps en fait. Il faut vraiment Ouais, être dans une démarche honnête. Je dirais que ça, c'est mon dernier message, c'est vraiment être sur une démarche honnête. Il faut être un tacticien dans la vente. La vente, c'est pas du hasard. C'est pas t'arrives de nulle part et t'essaies de vendre. Ça marche pas comme ça. La vente, ça s'étudie, ça se prépare et ça s'exécute avec beaucoup de discipline au quotidien. Si t'es pas prêt à faire ça, il y a plein d'autres métiers que tu peux faire, mais la vente, c'est tous les jours, se remettre en question, regarder ses calls, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné, et derrière, essayer de s'améliorer. Et à un moment donné, ça va payer. Ça va payer, les gens te font confiance, les gens travaillent avec toi, les gens te recommandent, et après, ça va être exponentiel. Donc vraiment les bases, faut bien démarrer, il faut avoir une bonne fondation, des bonnes techniques, des bonnes approches. Et après ça,
Le reste, ça va fonctionner. Les gens qui veulent rester dans le corporate, bah, ils vont pouvoir progresser, être promus, aller dans d'autres boîtes, etc. Les solo entrepreneurs ou euh, ouais, entrepreneurs CEO avec des boîtes plutôt importantes, bah, je dirais que c'est la même approche, hein. C'est bien servir ton client est content, bah, Mhm. ta boîte, elle fonctionne. Et voilà, si tes commerciaux sont bien formés, savent comment vendre, sont honnêtes, etc., le reste, ça devrait suivre, tu vois. Et toujours écouter le feedback de ton client, parce que ton client se trompe rarement sur ton produit ou sur ton approche. Moi, j'ai connu des commerciaux qui demandaient en fin d'appel un feedback du client. Comment ça a été le call? S'il y a des trucs que je D'accord. peux améliorer, tu vois. Ce niveau de détail peut t'amener à un autre niveau d'exécution. Mais si tu mets l'ego dans la vente et tu es là, ouais, non, je suis bon, je sais vendre, euh, j'écoute personne, etc., tu réussis pas. Il faut Ouais. être humble. Et voilà, je dirais que ça, c'est les gros points à retenir dans la vente. C'est un métier passionnant de relationnel et où on peut se faire de l'argent aussi. Donc, voilà. D'ailleurs, ouais, j'avais 2 questions. Combien de temps tu penses que tu as besoin pour devenir vraiment bon et combien tu peux espérer gagner? Au cas où il y a des gens qui sont intéressés, qui ont peut-être envie de faire carrière là-dessus. Le salaire peut être exponentiel. Je dirais 10 à 15 ans, tu peux devenir vraiment bon en B2B SaaS, si tu vends des solutions SaaS. En termes de salaire, si tu veux augmenter ton salaire, je dirais qu'il faut bouger de boîte tous les 2 ans. Il ne faut pas rester dans la même boîte. Et au lieu de prendre une promotion interne à 5%, tu prends une augmentation de 20% juste en changeant de boîte, tu vois. Eh oui. C'est un truc hyper important que beaucoup peut-être ne savent pas. Les promotions internes, c'est bien, mais les moves externes, c'est beaucoup plus intéressant, financièrement parlant. Et si tu répètes le même schéma tous les 2 ans, en fait, tu vas voir que ton salaire, il va augmenter de 20% tous les 2 ans. Et au bout de quelques années, 8 ans, bah, 80%. Voilà. Au bout de 10 Ouais, ans, t'as doublé. Au 15%, bout de 5 ans, tu doubles. exactement. Et c'est ça le secret pour gagner des beaux salaires dans la vente. Après, Ouais, 2 ans, je pense que ça suffit, ouais. Pour, en début de carrière, fin ouais. de carrière, tu as moins envie de bouger. 4 5 ans Mhm. par boîte, c'est très bien. Oui, et puis t'as peut-être déjà atteint des gros postes où finalement t'es bien aussi, quoi. Exactement, ouais. T'as des bonnes responsabilités, t'es satisfait, plutôt que d'aller tout recommencer ailleurs. On va peut-être pas te confier ce niveau de responsabilité parce que tu connais pas le marché, etc. Exactement. Ok, bah génial. Encore une fois, merci. Et puis à très vite, j'espère. Salut Francisco, merci. Salut à tout le monde. Salut Adèle. Bye. Ciao.